Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir Catherine Bellière et Serge Gatineau qui sont mes enseignants de yoga et que j'interviewe en fait dans le cadre d'un stage d'été de yoga thérapie à Nantes que je suis donc cette semaine. Et je leur ai préparé toute une série de questions sur comment est-ce qu'ils vivent le yoga dans leur quotidien. Donc bonjour à vous, Catherine et Serge. Bonjour Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je voulais savoir si vous pouviez vous présenter chacun. Oui, écoute, on est ravis d'être avec toi ce soir. J'ai commencé le yoga en 2010 et j'étais tout de suite très investie dans une pratique personnelle. J'ai pratiqué jusque 4 à 6 heures par jour en pratique personnelle. Et je suis devenue enseignante à temps plein, on va dire, en 2015, principalement en cours particuliers. Le fait de pratiquer beaucoup ne pardonne rien. Aucune erreur, aucune approximation de placement n'est pardonnée et c'est immédiatement révélé avec des douleurs. Donc, j'ai commencé à avoir mal aux genoux, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des sacroiliaques, des petits problèmes de périnée et j'ai commencé à renoncer au yoga, mettant ça sur le compte de l'âge, j'avais plus de 50 ans. Et puis, en cherchant des solutions, j'ai trouvé Serge Gatineau sur Internet et j'ai commencé à discuter avec Serge sur les réseaux sociaux et j'ai fait un premier stage avec lui en 2017. Quand il m'a vu, il m'a dit « Ah, c'est toi ?» J'ai mal au genou, il a rigolé. Il m'a mis « Allez, mets-toi à genoux », paf, il m'a tourné le mollet et 3 jours après, je pouvais tout refaire comme avant. Voilà notre rencontre. Alors, d'où vient cette magie? Cette magie vient que j'ai commencé le yoga avec l'enseignement Iyengar en 1975 avec une professeure qui travaillait directement avec Monsieur Iyengar, quelqu'un de très proche de Monsieur Iyengar. J'allais toutes les semaines l'accompagner dans les cours et elle me prenait comme assistant. Et puis, je prenais des cours, j'ai essayé de prendre des cours avec des enseignants reconnus, renommés sur Nantes, et à chaque fois, avec ma femme, nous nous disions, mais comment se fait-il qu'ils laissent faire des choses comme ça? Pourquoi ils font des choses comme ça? C'est comme ça que nous sommes devenus enseignants, donc ça fait que je pratique depuis 50 ans et que j'enseigne à temps plein depuis 33, 34 ans maintenant. D'accord, ok, merci. Donc oui, on vous connaît sur les réseaux sociaux, sur Internet, sous le nom de Cat et Serge Yoga. Vous travaillez ensemble du coup depuis quand? Finalement, c'est assez récent, puisque donc on s'est connus. On s'est vu la première fois en 2017, sinon on avait commencé à discuter ensemble depuis 2016, 2015. Et moi, j'étais tellement impressionnée par ce premier stage que je me suis immédiatement inscrite au suivant qui était en janvier. Et en janvier, j'ai dit à Serge, mais tu sais, ça gagnerait à être connu ce que tu fais. Mais il me croyait pas. Il me disait, mais non. Je dis, si, j'insiste. Il me croyait pas. OK. Je m'inscris au stage suivant au mois de juillet. Et puis là, l'idée, il avait fait son chemin. Et il me dit, oui, ça me tente. Peut-être je pourrais faire des stages dans mon centre sur les petites vacances scolaires. À l'époque, Serge avait encore son centre de yoga qui était assez connu à Nantes, Atelier Yoga. Et moi, je dis, OK, tu ne dépenses pas 1 centime, je fais la com, je te remplis les stages. Tu m'as pas franchement cru, on peut dire. Non. Pas vraiment, oui. Voilà. Mais tu as laissé faire. J'ai laissé faire. Il s'est demandé un peu, mais qui c'est celle-là? Et j'ai rempli les stages tout de suite. Le premier n'était pas complet, mais dès le deuxième, on a commencé à refuser du monde, en fait. Et c'est là où j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Donc, voilà comment ça a démarré, notre collaboration. Et le premier stage qu'on a organisé ensemble, c'était en novembre 2018. Donc, comment vous définiriez la place du yoga dans votre vie? Alors, la place du yoga dans notre vie, c'est une place complète.
si ce n'est pas une place complète, une place de 100%, c'est un loisir. Oui. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Le yoga peut commencer à être un loisir ou rester un loisir toute sa vie. Ça va faire déjà beaucoup de bien. À ce moment-là, on y consacre quelques heures, 1 heure ou quelques heures par semaine ou un peu plus. Le yoga, pour nous, c'est une quête. C'est une quête, c'est un lieu d'expérimentation. On a un corps qui est un cadeau. C'est un corps qui nous est donné. Et qu'est-ce que c'est intéressant de comprendre comment il fonctionne et de pouvoir comprendre tout ce qui est inscrit dans le corps, les tensions, les compensations, les douleurs, les mauvais plis qu'on lui a donnés. Donc, c'est un terrain d'expérimentation. Ça veut dire que c'est pas du jour au lendemain après votre premier cours que vous pourrez intégrer le yoga dans votre quotidien. Mais petit à petit, ce que vous allez vivre sur le tapis, vous vous rendrez compte que dans vos gestes du quotidien, tout d'un coup, à table, vous avez encore mis les coudes sur la table et vos épaules sont montées. Tout d'un coup, vous êtes en train de faire la vaisselle et vous vous rendez compte que vous avez le bassin collé sur l'évier. Et que ça fait mal au dos et que c'est pas confortable du tout. Au lieu d'avoir les bras longs et de reculer le bassin pour travailler vos jambes. Voilà. Après, il y a aussi au niveau émotionnel, en fait. C'est-à-dire qu'on va constater à un moment qu'on met trop de force. Ah oui. On fait une posture toute simple, un chat dos rond, dos creux, puis finalement on est en train de pousser, de tirer, et on se fait mal. Et finalement, on va mettre trop de force dans ces postures, comme dans son quotidien, en fait. C'est la même chose. J'aime bien citer une anecdote. Dans les monastères zen, le cuisinier est le deuxième personnage du monastère. C'est-à-dire qu'on choisit quelqu'un d'une grande spiritualité qui doit être capable de cuisiner un repas avec ce que les moines lui amènent comme offrande qu'ils ont reçu. Oui, parce que ce sont des ordres mendiants. Ce sont des ordres mendiants au Japon. Et donc le cuisinier sert l'assiette. Ce qui signifie que quand moi je cuisine, si je ne suis pas concentré sur la manière dont je découpe les légumes, si je suis pas concentré sur ce que je suis en train de préparer, sur ce qu'il va y avoir dans mon repas, je ne fais pas de yoga. Mais si je suis concentré, et toute ma pratique de yoga va m'aider à rester concentré, voilà. Et ensuite, quand nous marchons dans la rue et que nous voyons nos concitoyens, quand on pratique le yoga, c'est impossible de ne pas voir les corps souffrants. Donc, on est constamment en train de ressentir dans notre corps ce qui va de travers, c'est la personne qu'on suit, ce qui bloque, ce qui doit, bien sûr, on va pas lui dire, hein, mais on apprend. Oui. On apprend dans notre propre corps, en dehors des cours et en dehors de nos pratiques. Et c'est vraiment le yoga au quotidien, c'est aussi à la maison. Il n'y a pas de table haute. Oui, on va parler de tout ça d'ailleurs justement parce que le yoga vraiment a infusé les différentes parties de votre vie. Alors je vais ajouter en fait que tout devient enseignement en fait. On apprend de soi, on apprend des autres quand on rentre dans cette démarche de yoga qui est une observation. Et on va voir comment les gens justement ne respirent pas, quelle souffrance il peut y avoir aussi, quelle volonté. Des fois quel narcissisme aussi on peut le dire, hein, et ça nous permet de mieux comprendre l'autre et nous-mêmes de voir en effet miroir qu'est-ce qu'il y a chez nous. Ah oui. C'est bien sur le psychisme que sur le physique. Sur votre tapis de yoga, vous allez vous rendre compte que vous vous précipitez dans une posture avant même d'avoir regardé ce que l'enseignant vous propose et vous montre. Mais peut-être que dans votre vie quotidienne, vous êtes tout le temps en train de vous précipiter pour vous débarrasser d'une tâche au lieu d'essayer de prendre un peu de recul, respirer et puis commencer quand la tâche se présente à la remplir. Inversement, il y a des gens qui n'osent pas faire des postures, qui se limitent. Et c'est pareil dans la vie en général. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est un enseignement qu'on a à chaque fois. On n'est pas forcément dans le mental, c'est des choses qui vont apparaître. D'accord. Et normalement, il y a moins de risques sur le tapis que dans la vie quand vous êtes face à un employeur, face à un client, etc., face à vos enfants.
il y a moins de risques sur le tapis. Ouais. Oui, donc on peut vraiment évoluer Psychiquement. oui, Oui. psychiquement sur Oui. le tapis Et c'est de tout à yoga. fait souhaitable. Et c'est l'idée en même temps. Parce que là, on peut s'observer. Mm. On peut pas s'observer autrement. Et vous savez plein de choses des gens quand vous les regardez pratiquer ou quand vous regardez un enseignant. Mm. Ouais. Il y a des gens qui vont être très directifs, d'autres qui vont être très attentifs et tout ça. La personne, elle reste la même dans d'autres conditions, en fait. Ouais. Ok, merci. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail justement. Serge, tu parlais donc du fait que tu n'utilises pas de table, mais donc des tables basses en tout cas, Oui. pas de table haute. Eh bien, 40 cm de haut. On a une de 40 cm et une de 50 cm de haut. tout simplement, c'est que quand même, bien sûr, on pratique le yoga sur un tapis, mais on peut pas passer sa vie sur un tapis. Donc, au quotidien, quand on peut s'asseoir sur ses talons, comme le font les Japonais dans les maisons japonaises, il n'y a pas de table dans les cuisines. Ok, quand on peut lire sur une table basse, assis sur les talons ou assis sur un petit banc, avec le livre posé sur un pupitre pour ne pas avoir la tête baissée, alors on va pratiquer et on va être dans la conscience du corps et le souffle va être beaucoup plus facile que si on est avachi dans son lit à lire. Pourtant, c'est tellement agréable de rester au lit. Mais on n'a pas la même concentration quand on lit dans une posture d'assise que quand on est dans son lit. Oui. Mais il faut pas se mettre la barre trop haut en voulant tout de suite tout faire. Oui. Donc du coup, oui, dans votre quotidien, donc vous avez la table. Voilà, on a de deux hauteur. tables, une de 40 cm, une de 50 cm. On a des petits bancs et des afous. Les afous sont ces coussins ronds remplis de graines ou de fibres. Mais justement, oui, le fait d'avoir choisi des tables basses, tu disais, Serge, c'est pour avoir une meilleure conscience du corps, mais aussi une meilleure posture. C'est ça mais bien sûr une meilleure posture. Oui. Bien sûr une meilleure C'est ça. posture. Parce que même si vous pratiquez le yoga et que vous placez correctement votre bassin quand vous êtes sur le tapis, quand vous êtes sur un canapé, et que si le canapé est mou, que vous voulez vous mettre au fond du canapé, automatiquement vous allez bloquer votre respiration parce que vous allez, entre guillemets, vous avachir. Mais ça a l'air d'être tellement cool d'être dans cette position-là. Eh bien, c'est pas une position qui permet le meilleur fonctionnement du corps et de nos organes. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend compte que quand on se libère de ça. Parce qu'une position avachie sur le canapé, la digestion est entravée, la respiration est entravée, mais on ne s'en rend pas compte. On va trouver ça agréable. C'est le jour où on commence à adopter une autre position plus physiologique pour le corps où on va avoir des bonnes surprises. Et du coup, si on a encore des tables et des chaises chez soi, moi par exemple c'est mon cas, du coup, je sais ça nécessite de bien s'asseoir à l'avant, c'est ça, de sa chaise. Oui, alors je comprendrais tout à fait si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, que vous n'allez pas faire la révolution. Oui, c'est des parents âgés. c'est que on a des petits fauteuils spéciaux quand on reçoit des personnes plus âgées qui n'arriveraient pas à se relever du sol, et on a des chaises et on peut mettre une table de dépannage sans aucun problème. Ouais. Par contre, et quand on s'assied sur une chaise, il faut quand même bien s'asseoir à l'avant de la chaise. Oui, voilà, les pieds écartés, avec une petite cale sous le bassin, des choses comme ça. Oui. Plutôt que de muscler votre dos superficiellement, quand vous vous asseyez, si vous ne vous appuyez pas au dossier, là, vos muscles profonds du dos vont se muscler tout seuls. Ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'on ne sait pas. Tout seul. Parce que autrefois, dans les fermes, les paysans qui travaillaient dur n'avaient pas de canapé. Ils s'asseyaient sur un tabouret ou sur un banc. Et alors, on jugeait en disant, ah là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Il paraît qu'il faut pas mettre les coudes sur la table. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Eh bien, si vous mettez vos poignets sur la table, le dos des mains
posées sur la table, vos épaules seront basses. Si vous mettez vos coudes sur la table, vous allez vous effondrer et vous allez avoir les épaules qui vont enfermer votre nuque. Voilà. Donc c'est des choses comme ça, mais quand vous recevez des amis pour prendre l'apéritif, ça se passe généralement sur le canapé, sur la table basse. Oui. Rien ne vous empêche, vous, de vous asseoir devant la table basse plutôt que sur le canapé, sur le fauteuil qui est à côté. Oui, et puis peut-être pour un moment de lecture et prendre des repas avec la famille. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ah ouais. Ou lorsqu'on travaille sur ordinateur à la maison, on peut s'installer sur la table basse. Oui, avec du coup, quand on est sur la table basse, on s'assied sur les talons, c'est ça? Bah, après, ça dépend de la table basse. Sur un petit banc. Oui. Sur un petit banc, un peu surélevé, parce que les genoux vont souffrir au départ. Donc il vaut mieux avoir le bassin un petit peu plus surélevé, mais être bien placé pour ne pas avachir votre dos, pour ne pas arrondir votre dos. Après, ça dépend de la table basse. Il y a des tables basses où on peut passer les jambes, les genoux en dessous et d'autres non. Ah oui. Si on ne peut pas passer les genoux, ça va être compliqué. Ouais. Si on peut passer les genoux, ça va être plus simple. D'accord. Voilà, quoi. Enfin, en gros. Mais ce sera intéressant parce que vos invités vont s'étonner que vous vous asseyez comme ça. Vos invités, au départ, voudront vous laisser de la place sur le canapé. Oui. Parce que c'est quand même pas correct de laisser quelqu'un assis par terre. Et puis, vos invités verront que vous tenez, alors que eux commencent à avoir mal au dos sur le canapé, et que vous êtes toujours tranquille, souriant. Oui, ça interpelle. Hein. Ça interpelle. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça crée que des là, discussions. vous allez aider des personnes qui, comme le dit notre ami ostéopathe, souffrent d'illettrisme corporel. Nous souffrons en Occident d'illettrisme corporel. Nous ne savons plus utiliser notre corps. Quand vous voyez les photos de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, si vous êtes jeune, de vos parents, si vous avez mon âge, 72 ans, eh bien, vous voyez des personnes qui sont parfaitement placées sur leur aplomb et qui ont l'air d'être tellement fiers. Oui, donc des photos des années 50, en fait. Des photos des années 50. 60 encore. Oui. Ils ont l'air d'être tellement fiers. Ça, c'est du jugement. Non, ils sont très dignes. Ils ont une position parfaite de leur corps. Je voulais revenir aussi au mobilier donc de la maison. Et vous avez des toilettes à la turque. Donc voilà. Et pourquoi donc? Oui, pourquoi oui, mais ça date, c'est un choix de Serge et Bernadette, son épouse. Hein, Serge est veuf depuis une dizaine d'années. Donc raconte-nous. Eh bien, quand nous avons fait des travaux dans la maison, nous avons décidé d'avoir des WC à la turque parce que le petit tabouret qu'on mettait sous les pieds ne permet pas d'avoir le poids du corps sur les pieds. Mais c'est déjà bien. Oui, C'est déjà bien. Mais c'est pas suffisant. Alors que, et d'autant plus que, nous avions des amis de notre fille à l'école maternelle qui avaient du mal à se mettre assis par terre, qui avaient du mal à se mettre à genoux déjà à l'école maternelle. Ah ouais. Donc nous avons opté pour votre fille, elle était née dans les années 90. Hein, 91. Donc c'est des enfants qui maintenant ont une trentaine d'années hein, et qui déjà à l'époque étaient entravés au niveau des hanches. Voilà. Donc nous avons choisi ces WC à la turque aux grandes dames du plombier, aux grandes dames de l'architecte, aux grandes dames du carreleur. Tout le monde était très inquiet. Les WC à la turque tels qu'ils sont conçus maintenant, il y a pas d'eau qui jaillit partout, etc. Non, et puis dans les grands aéroports, il y en a hein, aussi parce que culturellement, culturellement, il y a des gens et c'est WC à la turque. Les Japonais, ça se fait encore beaucoup comme ça. Hein, c'est comme ça. Hein. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je voulais aussi parler de votre façon de marcher. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre façon de marcher grâce au yoga? Déjà, je sais que donc vous utilisez des chaussures minimalistes parce que donc ça rentre en ligne de compte. On peut pas bien marcher, je pense, quand on a de mauvaises chaussures. Non alors, effectivement, marcher correctement avec des escarpins pointus, ça va être compliqué, ou des chaussures avec de gros amortis, tout ça. En fait, on va commencer déjà par parler des chaussures. Après, on parlera de la marche. Nous, on est fans des chaussures minimalistes, mais les vraies.
vraiment avec une semelle très fine, sans voûte plantaire, on peut les rouler, hein, on peut les passer en machine et on les adore. Par contre, on ne peut pas y venir comme ça. Au début, il est souhaitable de commencer à les mettre à la maison en pantoufles et progressivement d'augmenter le temps d'utilisation ou de commencer à les utiliser à son travail. Hein. Ma sœur, qui est manipulatrice en radiologie, elle les a adoptés à son travail. Progressivement, comme ça, on peut commencer à passer le cap des chaussures minimalistes. Alors, moi, j'ai découvert ce travail sur la marche par Serge. Et à force quand j'ai commencé à faire du yoga avec Serge, je me suis rendu compte que je commençais à allonger mes balades sans m'en rendre compte. Je faisais le même temps, par exemple, je me baladais 1 heure, mais j'allais beaucoup plus loin. Ou inversement, des balades que je faisais, je mettais 1h15, après, je mettais 1 heure pour les faire avec une énergie. Et en fait, la leçon du yoga, c'est que quand c'est juste, ça donne de l'énergie, ça donne la pêche, dans ce sens-là, hein. Une énergie pour entreprendre et non pas fatigue. S'il y a fatigue, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas juste pour le corps ou qu'on est allé trop loin. Donc, la marche est un sujet qui te passionne depuis plus de 30 ans. Oui, d'abord parce que si vous avez la chance d'aller dans des pays où il y a encore des peuples qui portent sur la tête, vous verrez en les regardant de profil qu'ils sont comme nos jeunes enfants. Des fois, on en voit à Nantes. Des fois, on en voit à Nantes. Des femmes qui ont des gros ballots sur la tête. Oui. C'est extraordinaire. Elles sont super bien placées. Elles marchent magnifiquement. Un jeune enfant placé de profil jusqu'à 3 ans, 3-4 ans. Et il est parfaitement planté, c'est-à-dire les oreilles, les épaules, les hanches et les malléoles externes des chevilles sur la même ligne, parfaitement alignés. Regardez de profil. Ils ont des belles petites fossettes. Voilà. En bas du dos. Exactement. Un petit bedon qui est étiré par le poids du pubis. Maintenant, regardez tous vos contemporains. Regardez tous vos amis de profil. Vous verrez qu'ils ont tous le bassin en avant, donc tout le poids sur l'avant-pied. Si en plus vous portez des talons, vous avez tout le poids sur l'avant-pied, vous déformez vos pieds, pire que ce qu'on faisait subir aux petites chinoises. Ouais, après, moi, ce qui m'a frappé, les premiers cours de yoga collectif où j'ai participé, c'est l'état des pieds des participants et participantes plus, et des femmes qui détestent leurs pieds et qui ont mal avec des hallux valgus qu'on appelle des oignons, des orteils en marteau, des corps, des pieds très douloureux et très déformés. Donc ça, c'est une première alerte. C'est sûr que les chaussures inadaptées, hautes, pointues, c'est un problème pour les pieds. Après, c'est beau. Ça correspond à une certaine esthétique. Ça correspond à une certaine esthétique, voilà. Mais ça déforme les pieds. Ça déforme les pieds, bien évidemment. Si vous regardez là encore, chez les peuples qui marchent nu-pieds, on a l'impression qu'ils ont les pieds plats tellement leurs pieds sont larges. Ah oui, mais ils ne sont pas plats. Mais ils ne sont pas plats. Ils sont parfaitement formés. Ils ont le poids du corps sur leurs talons, pas sur l'avant-pied. Et reviens sur donc je reviens sur la marche. La marche, Iyengar était positionné sur son aplomb. Comme les jeunes enfants, il ne pouvait pas comprendre et voir au départ que les Occidentaux avaient perdu leur aplomb. Noël Pérez, sur l'instigation d'Iyengar, a beaucoup travaillé sur comment marchent les Indiens. Il lui disait, quand elle allait en Inde, suivez les femmes indiennes, suivez-les et essayez de marcher comme elles. Donc elle a fait toute une thèse sur la marche. Elle a écrit un livre sur la marche. Les façons de porter. Et sur la façon de porter les charges sur la tête. Donc moi, ça fait 30 ans que j'essaie de comprendre ce qu'est la marche. Et maintenant, quand on décrit la marche en Occident, on dit une succession de chutes avant. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Une succession de chutes avant avec le bassin qui tourne à droite et à gauche. La marche des peuples qui portent sur la tête, on a l'impression qu'ils glissent sur l'eau et leur bassin ne tourne pas. Et quand ils portent un sac à main en ville, leur sac à main ne tombe pas. Il reste parfaitement posé sur l'épaule et c'est une propulsion.
par le pied arrière. C'est une succession d'équilibres. C'est une Voilà, succession une d'équilibres. succession d'équilibres. Donc, les deux sont constatés, en fait. On constate, si on regarde dans la rue, les gens marchent en chute avant, et quand on regarde les gens qui portent sur la tête, ce sont des successions d'équilibres. Et nous, on trouve plus intéressant de marcher en succession d'équilibres. C'est déjà beaucoup plus intéressant pour le retour veineux parce que la chute avant. Nous avons des élèves qui marchent en chute avant et qui, s'ils portent des bas de contention, par exemple, eh bien, les bas de contention tombent. Ah oui, mais j'ai l'impression que dans la marche avec propulsion du pied arrière, les jambes sont vraiment vivantes, alors que... Les jambes sont vivantes, Oui. absolument. Tout à fait. Mais il y a le mystère de la chaussette qui tombe, parce que moi, j'étais dans ce cas-là avant de connaître Serge. J'avais tout le temps la chaussette gauche qui tombait. Quand tu marchais, c'est Oui, ça? Ah oui. mais pas la droite. Ah. Alors, on peut se questionner, parce que à force de les laver, après, on ne sait plus si on met le pied gauche ou la droite. Donc, j'ai fini par comprendre que c'était un problème à moi. Et on a plusieurs élèves pharmaciennes qui nous disent, effectivement, des fois, c'est mystérieux, il y a un bas de contention qui tombe et pas l'autre. Et nous, on maintient que c'est la façon de marcher. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que la jambe qui perce les chaussettes, elle travaille pas. Ouais. Et ça chute encore plus fort du côté. Ah oui. C'est souvent d'un seul côté, d'ailleurs. C'est souvent d'un seul côté. Il y a une jambe qui ne travaille pas. Il y a une jambe quand vous êtes debout qui est toujours un peu fléchie. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que quand on commence à marcher comme ça avec propulsion du pied arrière, quoi, on sent vraiment la différence, c'est incroyable. On veut plus revenir en arrière, Oui, hein. ça n'a rien à voir. Et ce qui est intéressant quand on marche avec propulsion du pied arrière, c'est que le rythme du souffle se cale sur la marche et que ce n'est pas nous qui imposons le rythme du souffle en fonction de nos pas. Le rythme du souffle s'ajuste automatiquement tout seul. On n'est pas en train de faire de la maîtrise du diaphragme. On observe et on constate que ça respire. Ouais, d'accord. Ok, merci. Passons maintenant à l'alimentation, un autre pilier du yoga au quotidien. Donc, j'imagine que le yoga a influencé votre manière de vous alimenter. En fait, ça se fait à notre insu au départ. La pratique de yoga nous amène des perceptions nouvelles et sans doute d'aller vers davantage qui est bon pour nous. Et c'est quelque chose qui va se constater. On va changer de goût alimentaire. Et des choses qui est très très sucrées, un peu lourdes, eh bien on n'a plus envie de les manger. On est moins attiré par les petites barres de chocolaté, des choses comme ça. Donc il y a déjà ça qui se met en œuvre. Il y a aussi une deuxième chose qui apparaît souvent, c'est la perception de la souffrance animale, qui fait qu'on va aussi se détourner de certains, au début des produits carnés. Après, c'est souvent dans un premier temps le poisson. Alors c'est compliqué. Il faut vraiment être très vigilant quand on commence à être dans des phases comme ça, de s'alimenter correctement. Ça s'apprend, hein, mais spontanément, en général, quand on commence vraiment à pratiquer le yoga, on va s'orienter plus vers une nourriture plus saine et plus végétale, sachant que Serge cuisine macrobiotique. Alors, c'est plus trop, on n'en parle plus beaucoup de la macrobiotique. On en parlait beaucoup dans les années 70. Ah oui. Bah, tu vas nous dire un peu ta rencontre avec la macrobiotique. Alors, la macrobiotique, qu'est-ce que c'est? C'est se dire dans toutes les traditions, il y a une céréale, un légume et une légumineuse. Par exemple, en Inde, c'est le dal avec du riz et des lentilles. Et un peu de légumes. Et un peu de légumes. Ah oui. Mais il n'y a pas que ça. Dans toutes les traditions, dans le Maghreb, c'est le couscous. Donc, il y a les pois chiches avec de la semoule. En Espagne, ils mettent du riz, il y a des petits pois. Enfin, c'est la base, c'est du bon sens. Il y a rien à penser. Le principe, c'est une céréale, un légume et une légumineuse. Point. Et puis une salade verte. Oui, voilà. C'est tout, c'est ça. Alors, après, on rajoute des graines germées. On peut agrémenter, on peut mettre un peu des fruits d'épices, secs, on peut se faire un petit peu d'indien avec du dal, mais c'est toujours le même principe. Ah voilà. ouais, bah moi je dois faire de la cuisine macrobiotique sans le savoir. Après, les légumineuses, c'est pas cher. C'est intéressant aussi parce que c'est extrêmement nutritif. On peut faire des gâteaux avec, des gâteaux au chocolat avec des haricots rouges, des choses comme ça. Et ça permet de préserver son budget. Oui, c'est vrai, oui, merci. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer et de faire venir à la maison un grand cuisinier qui s'appelle Gilles Davot. Il m'a appris à cuire
les céréales sans qu'elles soient collantes. Ah oui, d'accord. Il m'a appris à donner du goût avec des épices. Il a des cuissons à l'étouffer aussi, qui sont l'étouffer, très etc. très simples. C'est-à-dire, faut arrêter de passer son temps à touiller, à surveiller que ça brûle ou que ça brûle pas. Enfin, il y a des techniques de cuisine. Oui, ça après, il faut aller voir un peu ce qu'il propose. Il a un blog, un site internet. Oui, je crois même qu'il était dans un épisode de podcast, mais je l'ai pas encore écouté. Il a fait des podcasts et il lance une formation en ligne. C'est pour ça que j'hésite pas à en parler. D'accord, je mettrai les liens, du coup. Voilà. Comment, selon vous, on peut commencer à intégrer le yoga dans son quotidien si les personnes qui nous écoutent se demandent? Eh bien, avec bienveillance envers soi, sans se mettre de pression. Et le principal, le plus important, c'est la respiration. Il faut penser de temps en temps à respirer. Souvent, les personnes sont dans des respirations de stress, un peu apnéiques. C'est-à-dire qu'elles parlent, et de temps en temps, elles sont obligées de laper l'air pour continuer à parler, tellement elles sont prises par le flux de la vie, par la pression, par le travail. Donc, se poser et se dire, j'écoute mon souffle et j'expire. Vider l'air et l'air rentrera toujours. Et ça donne une énergie, une oxygénation qui est vraiment salvatrice. Donc ça, c'est le premier conseil. Quand on y pense, expirer, laisser inspirer. Après, s'observer dans les gestes du quotidien et essayer d'y mettre juste la force nécessaire. Combien de fois on peut se surprendre à se laver les mains avec trop de vigueur, prendre des choses dans le placard ou de tenir un crayon avec les doigts crispés dessus parce qu'on se met une pression anormale. Alors, la première chose, c'est déjà de respecter son corps et de mettre juste la force nécessaire. Ça va aussi changer l'état psychique, l'état mental et amener davantage de bienveillance dans sa vie de tous les jours. Après, on peut aller plus loin, commencer à lire un livre sur une table basse, assis, jambes croisées, sur un zafou, un petit banc de méditation, des choses comme ça, pour progressivement amener une routine de yoga inclue dans son quotidien. Ok, merci beaucoup. Tu vois quelque chose à ajouter, Serge, sur ça? Ça me semble essentiel, a été dit. Difficile de passer toute sa vie sur une table basse, mais régulièrement, penser que nos jambes travaillent pour nous placer. Nos jambes travaillent pour nous placer et nos hanches doivent travailler. Ce sont elles qui font que le dos ne souffre pas. Oui, réhabiliter un peu le travail des jambes. Réhabiliter le travail des jambes qui sont devenues faibles parce qu'on est assis, parce qu'on va, pour ceux qui courent, on sort de sa voiture, on est tout rond encore et on va courir sans avoir changé sa forme. On a la forme du siège de la voiture. Voilà. Et beaucoup, s'émerveiller aussi. Se sentir dans un environnement, s'émerveiller du chant des oiseaux, de voir peut-être une fleur en train d'éclore, des choses comme ça, ou remercier aussi l'alimentation qu'on peut avoir à disposition. C'est tout un ensemble qui va changer beaucoup de choses dans la vie, par des petites touches. D'accord, oui, merci. Je voulais maintenant voir un petit peu plus grand, prendre un petit peu de recul. Et qu'aimeriez-vous ou qu'espérez-vous que vos élèves ou les auditeurs retiennent de votre manière de vivre le yoga? J'aimerais qu'ils aient envie d'essayer. Voilà, simplement qu'il y ait quelque chose qui attire leur attention, qu'ils se disent « Ah, tiens, ça me ferait du bien ». Ou effectivement, je ne respire pas, si seulement je pensais à respirer. Et voilà, semer une petite graine pour ouvrir ce champ d'envie de possible d'expérimentation que le corps humain et changer le regard sur la vie en fait. Oui. Et ne pas penser que ça n'est pas pour nous, 2 que l'on est trop vieux, 3 que l'on est trop raide. Les gammes que l'on va faire pour réveiller notre corps nous permettront un jour de donner un concert et de faire donc des postures un peu plus élaborées. Mais commencez par des choses lentes et essayez de les reproduire chez soi. Si vous allez qu'à un cours par semaine, ce sera un peu juste. Et il faut travailler. Il faudra du temps. Même quelques minutes de temps en temps. Essayer après de pouvoir faire une séance de 10 minutes, 20 minutes.
Alors personnellement, moi j'ai commencé le yoga à 46 ans et nous avons régulièrement des élèves qui commencent tard. Le plus vieux, je crois que c'est Jacques qui a commencé, il avait plus de 90 ans. Et tu as des élèves à 86 ans, moi aussi j'ai des personnes, des femmes à 86 ans, et avec vraiment un gain au niveau de la mobilité des hanches, un meilleur souffle, une meilleure endurance. Quand on respire mieux, on est moins fatigué. C'est quand même important aussi. Hein. Après, on s'étonne d'avoir plus d'endurance, de faire des choses qu'on ne pouvait plus faire. N'attendez pas de vous rendre compte que vous n'avez pas d'équilibre. N'attendez pas de chuter. C'est important. Mais venez travailler votre équilibre physique d'abord. Ça, c'est qui vous donnera confiance en vous si vous allez marcher. Dès 40 ans, hein, le corps perd des facultés statiques en fait. Et effectivement, c'est intéressant de travailler l'équilibre. Ça, c'est fondamental. Mais beaucoup attendent de la première chute pour venir. Dommage. En tout cas, sur votre site, sur vos réseaux sociaux, vous partagez beaucoup de contenus qui sont très utiles, je pense, pour les personnes qui nous écoutent. Donc, je mettrai toutes les références, différents liens et tout, parce que déjà, pour commencer, ils peuvent... volontairement, il y a beaucoup de ressources gratuites. Voilà. Alors, notre formation, elle est beaucoup plus riche que ça, mais... on se sent un devoir de mettre à disposition gratuitement des conseils du quotidien, des choses simples pour que les gens souffrent moins aussi, qu'ils aient des petites prises de conscience sur des choses et peut-être après envie d'aller plus loin avec un enseignant ou avec nous. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que le yoga vous a le plus appris sur vous-même ou alors vous a le plus apporté ? Moi, le yoga m'a fait découvrir à quel point les émotions refoulées font mal. Alors ça a été une grande surprise parce que, en fait, dans la vie, on a tendance à se blinder. On a tendance à se couper des sensations. C'est pour ça qu'il y a des comportements aussi de gens qui se mettent à manger plus qui serait souhaitable, voire à tomber dans des addictions plus ou moins sérieuses, parce que les émotions font mal. Mais on s'en rend compte uniquement quand les carapaces commencent à tomber et que le yoga nous donne accès à cela et à cette conscience. Et réprimer des larmes, ce sont des tensions au niveau de la gorge et de la mâchoire énormes. Alors culturellement, pleurer, c'est pas bien vu. Et c'est depuis une centaine d'années, parce qu'avant, on pleurait aux enterrements. Maintenant, les gens ont des lunettes noires aux enterrements. Enfin, il y a un don des larmes aussi, hein. C'est quelque chose de salvateur, mais on réprime. Et toute émotion foulée, si c'est de la colère, ça va venir dans les bras, dans les poings. Si c'est de la peur, ça vient dans le ventre. Enfin, on découvre ça, et pour moi, ça a été carrément un choc, parce que je ne pensais pas que ça faisait autant mal. Parce que le corps est fait pour réagir, se mettre en mouvement. En cas de peur, le corps va mettre en place une stratégie ou d'évitement, de se cacher, de s'immobiliser, de courir. Mais si on n'utilise pas cette énergie de mouvement, elle se retourne contre nous et ça fait très très mal. Ça, c'est vraiment... Pour moi, ça a été presque un choc, en fait, de percevoir ça. Après, le yoga accélère les prises de conscience. Des prises de conscience, c'est ça qui est le moteur, c'est un certain moteur aussi dans sa vie, c'est des prises de conscience. Avant, j'en faisais, on va dire 2 par an, 1 par mois, mais le yoga, on en fait maintenant plusieurs par jour. Des prises de conscience sur soit des comportements, soit de la gestuelle. Mais de vous-même ou de tout, de tout, à tous les niveaux. Ça peut être aussi bien soit que de ce qu'on perçoit des autres ou du monde en fait. Hein. Le rythme des prises de conscience s'accélère. Et le yoga peut faire perdre ses illusions. Je pense qu'on dit la sagesse, c'est perdre ses illusions. Je pense que quand on est dans une bonne voie de yoga, on perd certaines illusions sur soi, sur les sur autres, le monde. Et sur le monde. Et on réalise qu'il n'y a pas de relations humaines sans tension, oui. Et on n'est pas dans une béatitude à penser que tout le monde est gentil, même dans le monde du yoga. Le yoga est le reflet de la société. Exactement. Les profs de yoga sont dans le même fonctionnement que la plupart des gens. Après, ils ont des outils, ils ont un rythme qui ralentit aussi pour mieux analyser. Mais quand on cherche trop en soi, on trouve son narcissisme. Oui. C'est en ça où il y a quand même une dimension à donner supplémentaire de s'en remettre à plus grand que soi. Sinon, on va tomber son narcissisme et penser qu'on est supérieur aux autres parce qu'on a des capacités ou de concentration physique dans les postures.
Dans les textes du yoga de Patanjali, donc il est insisté sur le fait que le yoga peut donner des pouvoirs. Oui. Patanjali, c'est vraiment la référence. Les Yoga Sutras, ce sont les textes. Alors, on ne sait pas si Patanjali est une seule personne ou plusieurs personnes. Hein. C'est un peu comme Homère dans la Voilà, Grèce. On ne sait pas trop qui c'est, mais en tout cas, son texte nous est parvenu. Et c'est un traité extraordinaire. On peut dire que ça va, un traité d'ésotérisme, avec vraiment la description de tous les pouvoirs possibles, avec les mises en garde. À la fin, il y a les mises en garde. Attention, si vous allez chercher ces pouvoirs, vous allez tomber. Lui, il appelle ça des devas. Ce sont des déités qui peuvent être maléfiques. C'est le texte de Patanjali. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a plusieurs traductions. Plus elles sont grand public, plus c'est un peu édulcoré aussi. Ouais. Mais c'est déjà ça. Les premières traductions qui sont les plus gros tirages, il faut commencer par ça. Ouais. Parce que ça va donner les grandes lignes de la philosophie. Mais après, quand on commence à comprendre ça, on veut aller plus loin. Il faut vraiment aller creuser et chercher des traductions plus pointues. Ça n'est pas du mental. Voilà, c'est yama et niyama, et on doit les vivre, mais vraiment concrètement sur le tapis. Et c'est ça qu'on va chercher. Ouais. Comme le fameux Tirasthuka, ferme et confortable, que doivent être toutes postures de yoga. Il ne s'agit pas de philosophie, il s'agit d'un enseignement qui accède à notre connaissance par la pratique dans le corps. Et c'est un fil conducteur important, si bien sur le yoga que dans la vie. Il ne faut pas chercher les pouvoirs, mais il ne faut pas se refuser de cueillir les fruits du yoga. C'est-à-dire que si vous sautez d'une posture à une autre sans ressentir en vous précisément ce que ça a réveillé dans votre corps, et ça devrait être de plus en plus subtil, de plus en plus profond. Ça, ce sont des fruits qu'il nous faut cueillir. Et ces fruits-là vont nous donner des pouvoirs, c'est-à-dire ce que vous allez sentir dans votre corps si vous avez quelqu'un qui a mal quelque part autour de vous, un proche, vous pourrez peut-être l'aider. Parce que vous saurez comment son corps devrait bouger. On ne peut pas dire pouvoir, on peut dire une compétence, une connaissance. C'est une compétence. Une compétence. Ok, merci. Je voulais juste terminer en vous demandant si vous deviez conseiller un livre plutôt accessible, on va dire, sur le yoga. Qu'est-ce que ça serait-il ? J'avais dans mon centre une bibliothèque de plus de 1000 bouquins. Et quand des élèves me demandaient qui débutaient le yoga, quel livre ? Je leur disais, ne commencez pas à lire, ne soyez pas des occidentaux. Pratiquez parce que là, vous allez comprendre. Ensuite, quand vous allez lire, mais pas tout de suite. Parce qu'autrement, on va essayer de rentrer, de correspondre à ce qu'on a lu. Et d'amener son corps dans ce qu'on pense avoir compris de ce qu'on a lu. Donc ne lisez pas forcément. Voilà, alors moi je vais conseiller un livre. C'est le 2e livre de Dominique Martin. C'est Changer de posture. Changer de posture. Changer de posture. Donc il est ostéopathe, c'est un des précurseurs de l'ostéopathie. Mais ça n'est pas un livre de yoga. Il parle de posture de yoga. Oui, voilà, et c'est très intéressant parce que il explique le principe du vieillissement, comment tout nous amène à nouveauté, et donne des exercices de base pour chercher à contrer ça en fait. Moi je resterais sur quelque chose de pragmatique. Je rejoins Serge de ne pas commencer à lire parce que ça fait trop de projections, et de commencer par celui-là, et après on peut lire Iyengar, L'arbre du yoga. L'arbre du yoga. Ou La voix de la paix intérieure. Ce sont des très très beaux livres. Voilà, ça c'est un peu voir étincelle de divinité qui est plus difficile à trouver. Oui. Le plus facile à trouver, c'est La voix de la paix intérieure, mais les deux autres sont L'arbre du yoga et étincelle de divinité sont passionnants. Oui. Ok. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et le temps que vous m'avez accordé. Donc je mettrai tous les liens dont on a parlé en description de l'épisode. Comme ça, les gens pourront vous retrouver plus facilement. Voilà. À bientôt. Eh bien, merci Bérangère. On est ravis de t'avoir avec nous. On est contente de cette interview qui va nous permettre de un peu nous faire connaître davantage, enfin, et puis de spontanéité tranquillement. On essaie d'être vrai. Voilà. Et voilà. Ne soyez pas parfait, soyez vrai. C'est exactement le stagiaire qui nous a dit bien ça, et c'est super. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vraiment, ça aide énormément à faire connaître le podcast.
Donc d'avance, un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine.